mieux manger? Manger plus sainement? C'est bien beau, mais comment je fais concrètement? Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie, qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. À l'heure où nous sommes envahis par l'information et la désinformation, il n'est pas toujours facile de trouver la bonne information. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai la bonne information, néanmoins je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, je voulais dédier cet épisode pour vous partager mes 10 conseils pour aller vers une alimentation plus santé. Et je ne parlerai pas ici du fameux ne mangez pas trop sucré, trop gras ou trop salé qui sont tellement connus, reconnus et reconnus. Mais avant de démarrer cet épisode, je souhaitais avant tout remercier Pierre pour son avis et son commentaire laissé sur Google Podcast. Je viens d'écouter votre podcast et j'y ai découvert l'Ayurveda. J'ai beaucoup appris et trouvé cela très intéressant. Je me suis sentie très concernée notamment par l'alimentation. Un grand merci pour vos épisodes et continuez comme ça. Eh bien alors merci Pierre pour ce gentil commentaire qui me donne beaucoup d'énergie. D'ailleurs si vous aussi vous souhaitez me laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, j'en serais vraiment ravie. J'adore pouvoir vous lire, cela m'aide vraiment à rester motivée tout au long de mes épisodes, mais également à me donner plein d'idées, car je vous le rappelle, ce podcast est avant tout votre podcast. Il est à présent temps de rentrer dans le vif du sujet. Voici donc 10 habitudes que l'on voit très souvent et qu'il faudrait pourtant limiter pour le bien-être de notre petit corps. Habitude numéro 1, finir le repas par un café. Je ne dis pas qu'il faut absolument arrêter de boire du café, pas de panique. Je vous vois venir. Cependant, la caféine va entraîner l'ouverture précoce de ce qu'on appelle le muscle sphincter de la vésicule biliaire et c'est ce qui va provoquer une vidange gastrique un peu trop tôt dans le processus de digestion. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que la sortie des aliments de l'estomac vers le reste du système digestif va se faire de manière vraiment trop précoce avant même que l'estomac n'ait pu finir son travail de prédigestion. Or, juste après un repas, vous l'aurez donc compris, l'estomac n'aura pas eu le temps de jouer son rôle à 100%. En ouvrant les vannes trop rapidement, il faut vraiment imaginer l'image d'un robinet que l'on ouvre. Les aliments sortiront non digérés par les enzymes gastriques, ce qui peut engendrer certains désagréments dans le reste du tube digestif, comme le duodénum et les intestins. Par contre, il a été démontré que la caféine avait un effet bénéfique sur l'afflux sanguin de l'abdomen. Donc boire un petit café 30 minutes après le repas, en revanche, peut s'avérer intéressant pour accélérer l'absorption des aliments. Donc du café, oui, mais d'abord d'une part avec modération, 1 ou 2 cafés maximum dans la journée, ça dépend de la taille de votre café, et à partir de 30 minutes après sa dernière bouchée. Donc, pour les fans de petits expresso ou ristretto en fin de repas, pas de panique, juste attendez un peu. Habitude numéro 2, prendre un fruit en dessert.
Alors je sais que on a très souvent l'envie de terminer son repas par une petite touche sucrée, moi la première puisque je suis quand même assez gourmande, et du coup on va rapidement vers une solution de fruits en se disant ça va, je vais pouvoir assouvir mon envie de sucre sans forcément prendre entre guillemets trop de calories, sans prendre trop de poids, et autant dire que des fruits c'est bon pour la santé, donc je peux y aller. Alors, il faut savoir que la durée de digestion d'un fruit est très rapide si on la compare aux autres aliments. Un fruit se digère généralement en 30 minutes top chrono, alors que par exemple les céréales ou les protéines que l'on mange au cours d'un repas vont mettre plutôt entre 2 à 4 heures pour être digérées par notre organisme. Et encore, c'est si vraiment le repas n'est pas trop compliqué à digérer. Je ferai justement, je pense, un prochain épisode sur l'alimentation au sujet de l'association alimentaire pour vous expliquer de manière beaucoup plus détaillée ce qu'est l'association alimentaire ou la combinaison alimentaire et l'avantage de venir associer ou non des aliments entre eux pour pouvoir faciliter la digestion. Donc en terminant votre repas par un fruit frais qui va donc se retrouver au-dessus de votre bol alimentaire ingéré, il faut bien en fait visualiser un empilement des couches au fur et à mesure. Ce dernier va devoir donc attendre son tour avant d'être lui-même digéré. Autrement dit, il va devoir donc attendre entre 2 et 4 heures si vous allez manger par exemple de la viande et des pâtes au cours du même repas. Et du coup ça donne quoi? Eh bien un fruit qui reste dans votre placard bien au chaud pendant quelques jours, ça donne quoi à votre avis? Eh bien la même chose que dans notre corps. Il va fermenter et provoquer des ballonnements et des flatulences pour les personnes en tout cas les plus sensibles. Les fruits frais donc ne se consomment pas idéalement en fin de repas, mais plutôt entre les repas, environ 3 heures après un repas, de manière à ce que la digestion, en tout cas 80% de la digestion de son repas, soit plutôt terminée ou soit plutôt vers la fin. Idéalement, un fruit frais peut se consommer le ventre vide pour vraiment bénéficier de l'entièreté de toutes ses vertus, de toutes ses vitamines, puisque finalement, si votre fruit fermente et attend son tour pour être digéré, autant dire que vous n'aurez pas l'opportunité de pouvoir assimiler toutes les vitamines et les nutriments qu'il possède, ce qui est quand même assez dommage. Alors moi, ma petite astuce que je peux vous donner, que je peux vous partager, si vous avez aussi envie, comme moi, de terminer votre repas par une note sucrée, pas de souci. 2 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez opter pour du chocolat noir, donc 1 ou 2 carreaux de chocolat noir à minimum 70% de cacao. Et 2, vous pouvez également prendre une compote de fruits cuits, qui est 100% naturel, bien entendu, bio ou en tout cas d'agriculture raisonnée et sans sucre ajouté tant qu'à faire. Le fruit qui est cuit ne sera pas digéré de la même manière qu'un fruit cru et donc ne va pas fermenter. Donc vous n'aurez pas tous ces désagréments que je viens de citer. L'habitude numéro 3, boire de l'eau au cours du repas. Donc oui, l'eau c'est la vie, mais avant ou après les repas idéalement. Et oui, puisque boire trop d'eau au cours du repas va éventuellement engendrer des difficultés de digestion, car finalement on va venir diluer les enzymes et les sucs gastriques produits pendant la digestion et qui sont nécessaires à digérer le bol alimentaire. Donc mon conseil, c'est de boire jusqu'à 30 minutes avant le repas, puis prendre votre repas et terminer et attendre à peu près 1 heure que votre repas soit terminé. Donc normalement, si vous vous hydratez bien entre les repas, vous n'aurez pas besoin de boire durant le repas. Surtout si vous mangez des légumes qui sont déjà riches en eau. Alors, juste petit aparté sur ce point-là, néanmoins, si vous accompagnez votre repas d'une petite tisane, notamment à la menthe poivrée, de l'eau tiède, cela pourra quand même éventuellement faciliter la digestion. Mais je parle d'une tasse, je parle pas de 4 tasses et d'un demi-litre d'infusion. Donc sinon, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous buvez autant que vous voulez avant le repas, après le repas, donc idéalement après 1 heure, et
éventuellement une petite tasse d'infusion à l'amande poivrée durant le repas si vous voulez faciliter votre digestion, mais pas plus. L'habitude numéro 4, manger des protéines fortes avec des amidons forts. Alors justement, là on retrouve cette notion dans l'approche de l'association alimentaire dont je vous ai parlé juste avant et que j'approfondirai dans un prochain épisode. Donc d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement. Alors généralement, notre assiette est constituée de différentes catégories d'aliments que l'on appelle donc les macronutriments. On a les glucides, qui sont finalement les sucres, les lipides, donc en gros les gras, et les protéines. Donc là, les protéines, on les retrouve dans les légumineuses, dans la viande, dans les œufs, etc. Chacune de ces catégories, et même chaque aliment, a son propre chemin et rythme de digestion. Par exemple, une protéine dite forte, donc comme la viande ou le poisson, va être plus longue à digérer et va nécessiter d'être dans un milieu acide avec des enzymes spécifiques pour être bien digérée. Et la digestion d'un amidon fort, comme le riz ou le blé, va être bloquée par le milieu acide que l'estomac aura créé pour bien digérer les protéines fortes, puisqu'un amidon fort ne requiert pas la même acidité pour être digéré. Donc ce processus, finalement, cet événement-là, va créer un déséquilibre dans le système digestif et éventuellement peut être mal vécu par les personnes, encore une fois, les plus sensibles. Donc ça veut dire éventuellement des ballonnements, des flatulences, une sensation de lourdeur sur l'estomac, une éventuelle fatigue après le repas alors que pour autant vous avez quand même pris des calories, donc de l'énergie. Et à terme, cela peut même affaiblir l'écosystème digestif. Donc quand je parle d'écosystème digestif, toutes les bactéries que l'on a dans nos intestins, toute cette flore intestinale qui est primordiale à notre bonne santé. Donc mon astuce pour éviter tout ça, c'est je conseille moi d'associer les protéines fortes avec des amidons faibles ou encore des protéines faibles avec des amidons forts. Concernant les légumes, il n'y a pas de souci à avoir, vous pouvez les manger avec n'importe quoi. Encore une fois, je dédierai un épisode spécifique concernant l'association alimentaire. L'habitude numéro 5, ne pas mastiquer. Alors, la digestion, il faut savoir que la digestion commence dans la bouche. Spécifiquement pour la catégorie des glucides. La catégorie des glucides, pour digérer cette famille de macronutriments, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la glucase et que l'on produit dans la bouche. Donc en mastiquant, on va saliver et produire davantage de ces enzymes-là qui vont permettre de mieux digérer les glucides. En plus, plus vous mastiquez et plus vous diminuez la taille de vos aliments et plus ça sera simple pour votre corps de les assimiler par la suite. Alors on se pose un peu et on prend le temps de bien mâcher. L'autre avantage de prendre le temps de manger, c'est que l'on mangera le juste nécessaire car on va laisser le signal de satiété faire son travail. Je vous le rappelle, il faut 20 minutes à notre cerveau pour nous signaler qu'il en a eu assez et qu'il n'a plus faim. Donc moi mon astuce c'est de prendre une bouchée, je pose ma fourchette, je mastique et une fois que ma bouche est vide, je reprends une bouchée. Donc je ne dis pas, moi je ne viens pas à calculer le temps que je mets pour chaque repas, néanmoins ne serait-ce que cette astuce là, de prendre une fourchette, poser sa fourchette, mastiquer et ne reprendre sa fourchette qu'une fois la bouche vide, déjà forcément vous allez augmenter votre temps de prise de repas et donc davantage mastiquer. Il faut savoir que il est important de bien manger, il est important de manger des aliments sains, mais si derrière la digestion n'est pas bonne, si vous n'assimilez pas correctement les nutriments et les vitamines possédés par les aliments que vous mangez, malheureusement, à part éventuellement le plaisir gustatif, il n'y a plus trop de bénéfices, ce qui est dommage. L'habitude numéro 6, manger quand on est en colère ou triste. Je pense que vous le savez, notre intestin est notre deuxième cerveau.
Je pense que cette expression commence à être bien connue de tous et de toutes. Vous avez mal au ventre quand vous êtes stressé, vous avez des papillons dans le ventre quand vous êtes excité et heureux. Je pense que là vous avez compris le principe. Donc notre tête et donc notre état émotionnel, géré par notre esprit, est en relation directe avec notre système digestif. Si vous êtes chamboulé dans votre tête, en colère ou triste, comment voulez-vous que votre système digestif fonctionne correctement? En mangeant alors que vous êtes contrarié, il y a des chances que votre digestion ne se déroule pas correctement et que vous rencontriez quelques désagréments. Alors, mon astuce, c'est de se poser, de se mettre dans un endroit calme et de faire quelques respirations conscientes et profondes. Et ensuite, vous allez pouvoir déguster votre délicieux repas. Si jamais vous êtes en colère, si jamais vous êtes triste, n'hésitez pas à attendre que cette émotion se calme et ensuite déguster votre repas. Habitude numéro 7, s'agiter juste après le repas. Alors, c'est vrai qu'on le dit souvent aux enfants, attention, ne t'agite pas trop, ne cours pas partout, tu vas vomir par exemple. Et finalement, quand on est adulte, on perd un petit peu cette habitude en se disant, bah ça y est, on est adulte, on fait un peu ce qu'on veut, et surtout, notre corps est suffisamment fort. Mais en fait, cette habitude que l'on crée dans l'enfance, elle est bonne à garder tout le temps. Il faut savoir qu'une très grande partie de notre énergie est dédiée à la digestion. Et juste à la digestion. 70% environ de notre énergie globale n'est dédiée qu'à la digestion. Donc si vous demandez à votre corps de sauter partout, vous risquez déjà d'une part d'avoir un peu mal au ventre parce que votre bol alimentaire est encore tout juste arrivé à votre estomac. Et de deux, votre organisme va devoir fournir de l'énergie pour cet effort alors qu'il en a aussi besoin pour assimiler vos aliments. Alors par contre, je ne dis pas de ne pas faire de sport. Je parle vraiment de bouger un peu dans tous les sens de manière assez brutale. Mon conseil, moi, c'est d'attendre environ 2 heures minimum, voire 3 ou 4 heures selon l'ampleur, on va dire, de votre repas, afin que vos aliments soient dans les intestins et non plus dans l'estomac. Et l'assimilation des nutriments sera donc bien meilleure et vos performances sportives seront juste au top si vous attendez vraiment quelques heures après votre repas. Et si jamais vous avez en revanche avant votre séance de sport un petit creux parce que ça fait déjà 4 heures que vous avez pris votre repas, optez pour une collation assez légère mais pour autant énergisante, donc assez riche en glucides rapides. Donc par exemple les fruits secs comme des dattes, des figues, des pruneaux, des abricots secs, etc. seront parfaits. Un fruit frais, donc la banane est assez idéale puisqu'elle est quand même assez énergisante. Une petite poignée d'oléagineux, donc là je dis vraiment une petite. Pourquoi une petite ? Pas tant pour une notion de calories, mais c'est parce que les oléagineux sont assez gras et les lipides restent assez lourds à être digérés par l'organisme. Mais en revanche, une banane avec un petit peu de beurre de cacahuète sera une collation, j'ai envie de dire, plutôt parfaite avant une séance de sport. Juste aussi, un petit aparté sur cette notion-là, je ne dis pas de ne pas faire une petite balade, ce qu'on appelle les balades digestives après un repas. Au contraire, se mettre un petit peu en mouvement de manière très douce ne vous fera pas de mal. En revanche, faire une séance de sport, courir partout, voire même éventuellement faire du yoga, en revanche, en général, on ne conseille pas de faire du yoga juste après avoir mangé, mais plutôt quand on est à peu près à jeun. La tête à l'envers, au contraire, va plutôt rendre votre digestion assez difficile. Donc du sport, oui, mais au bon moment. Habitude numéro 8, manger quand on n'a pas faim. Déjà, comment savoir quand on a vraiment faim ? Je pense que déjà c'est une question qui est assez compliquée pour la plupart des gens. On mange un peu par habitude sociale, par rapport aux horaires, et on a du mal à se reconnecter à soi. On mange également beaucoup par gourmandise. Les odeurs, les yeux nous font croire que l'on a faim quand on est face à quelque chose qui donne envie. Mais qu'est-ce qu'avoir vraiment faim ? Le bruit du gargouillis, la sensation d'un ventre vide, une petite faiblesse
comme un manque d'énergie, sont des signes émis par notre corps pour nous dire qu'il a besoin de carburant. Si vous ressentez l'envie de manger mais que vous n'avez pas ces signes, c'est que vous n'avez probablement pas faim. Que probablement c'est parce que vous cherchez à combattre une émotion, que probablement c'est parce que quelque chose vous a donné envie, ou que vous avez vu l'heure sur votre montre et que vous vous dites à midi il est temps de manger. Donc j'entends par faim la nécessité de reprendre de l'énergie pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Si le corps n'émet pas ces signaux de faim, donc je le rappelle, le gargouillis, la sensation d'un ventre vraiment vide, voire une petite faiblesse, un manque d'énergie, c'est qu'il a encore de la réserve et qu'il a déjà suffisamment à faire avec ce qu'il a. Alors il ne vaut mieux pas lui en remettre une couche. Alors moi j'aime bien les images, gardez cette image du filtre à café par exemple. Quand l'eau arrive, donc l'eau ça va être vos aliments par exemple, elle va être filtrée donc dans le filtre à café au fur et à mesure. Si vous allez trop vite et que vous n'attendez pas que le filtre termine son travail avant de remettre de l'eau par-dessus, ça risque de déborder au bout d'un moment. Et bien c'est un peu la même chose avec votre corps et notamment avec votre estomac. C'est quoi le risque dans tout ça au final ? Plutôt les risques. Déjà la première chose c'est que vous allez ressentir une lourdeur qui n'est pas forcément très agréable au niveau de l'estomac. Vous allez également être fatigué à la fin du repas car le corps va devoir fournir encore plus d'énergie pour digérer le surplus d'aliments que vous lui avez donné. Et aussi vous risquez de prendre un peu de poids au fur et à mesure car le corps stocke ce qu'il a en trop tout simplement au cas où il y aurait un événement de famine par exemple. Donc tout simplement apprendre à écouter son corps et les signaux que notre corps nous émet pour nous dire alerte, alerte, j'ai besoin un peu de carburant. L'habitude numéro 9, manger au-delà de sa limite. Donc je vais faire assez vite sur ce point parce que finalement il rejoint le point juste avant. Mais par exemple, face à un buffet, alors je sais pas si ça vous fait le cas, ça vous fait ça, mais moi en tout cas, j'aime bien manger, j'aime bien les buffets, en tout cas j'aimais, je les diminue, parce que finalement face à un buffet, face à son dessert préféré, face à des pas en période de fête, quand il y a vraiment un amas de nourriture, on a vite tendance à dépasser notre limite, on va dire, stomacale, et à manger beaucoup trop. Comme je l'ai expliqué juste avant, et si on mange plus que ce dont le corps n'a vraiment besoin, on va vite prendre le risque de se sentir fatigué dû à une digestion trop intense et à ressentir des douleurs au ventre. Donc en consommant plus que nous dépensons, on peut aussi prendre quelques kilos. Donc la résultante c'est la même. Néanmoins, en fait, j'ai voulu dissocier ces deux habitudes-là parce que l'origine est un peu différente. La première origine, c'est se dire que en fait, on ne sait pas vraiment quand on a faim. On écoute peu notre corps et en fait, on est beaucoup trop dépendant du cadre social avec les horaires, etc. Et on a pour le coup oublié de s'écouter, on ne sait plus comment faire. Et ce deuxième cas, c'est plutôt en fait, on mange complètement au-delà de nos limites parce qu'on se fait envahir par nos émotions, par notre gourmandise. Donc moi mes conseils c'est de ne pas manger déjà si vous n'avez pas faim, mais de ne pas non plus vous priver. Donc je parle notamment en période de fête pour toutes les personnes qui font une grosse diète très compliquée juste avant une période de fête. Non, en vous privant à plusieurs reprises de cette belle part de gâteau par exemple que vous avez devant vous et qui vous fait de l'œil depuis un petit moment, au final c'est le risque de craquer à un moment donné et de manger tout le gâteau, voire presque, et là vraiment de vous sentir mal. Et aussi, dernière astuce, c'est de sortir de table avec le ventre, on va dire aux 3/4 plein. Donc j'imagine que vous n'avez rien pour mesurer votre capacité stomacale, comme moi, mais c'est plutôt une sensation, c'est de se dire ok là j'ai pas mal au ventre, mais bon je sens que je suis pleine, donc je vais m'arrêter ici. Je ne dis pas que c'est facile, parce que forcément on est tous un peu gourmands, mais je pense que déjà de le dire et de l'écouter pour votre part, c'est forcément utile et ça va vous rester. Et vous verrez la prochaine fois que vous serez dans ce cas-là, vous repenserez à moi et peut-être que vous suivrez mes conseils ou peut-être pas. Mais en tout cas, vous le ferez en pleine conscience. Et habitude numéro 10, qui sera ma dernière habitude, c'est de manger pour répondre à une émotion. Donc manger intuitivement, c'est bien. C'est une manière saine et sereine d'aborder l'alimentation. Mais manger uniquement avec nos émotions,
ça peut en revanche présenter certains risques, notamment celui encore une fois de trop manger, de manger quand on n'a pas faim, ou encore de manger pour affronter une difficulté et combler un manque par exemple. Donc je ne vais pas forcément plus m'étendre sur ce point-là, parce que je pense que je vais aborder également ce sujet de l'alimentation intuitive et de l'alimentation émotionnelle dans un prochain épisode, parce que c'est vraiment deux notions qui sont très importantes. Mais c'est également une bonne habitude de se poser la question à chaque fois de pourquoi en fait réellement on mange, ou vous avez envie de manger, vous avez envie de prendre cette fourchette de plus, cette assiette de plus, ce dessert de plus. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. J'aimerais vous donner quelques informations bonus, notamment pour débuter une alimentation plus saine. Donc je sais, c'est pas toujours simple de débuter une alimentation plus healthy, comme on l'entend souvent. On s'en fait vite une montagne et on abandonne malheureusement très rapidement, avant même de commencer. En tout cas moi c'est des choses que je vois auprès de mes clients en consultation, ce qui m'attriste vraiment, et du coup c'est pour ça que j'essaie vraiment de donner des informations peut-être assez simples, mais déjà si on met en place ça fera beaucoup. Pourquoi déjà plus saine? Pourquoi les alternatives que je vais vous donner seront plus saines? Car ces alternatives ont un indice glycémique plus faible, parce qu'elles contiennent plus de nutriments et plus de fibres que d'autres aliments, et parce qu'elles sont plus assimilables et plus digestes par notre organisme. Donc elles sont forcément beaucoup plus bénéfiques. Elles ne sont pas forcément toujours moins caloriques, mais la calorie, pour moi, c'est vraiment pas ce qu'il y a d'important. Le principal, c'est vraiment la cartographie, on va dire, nutritionnelle de votre aliment et ce qu'il va pouvoir vous apporter. Donc pour terminer cet épisode, je vous propose de vous donner une petite liste, donc non exhaustive, mais en tout cas des alternatives saines que moi j'utilise presque quotidiennement, et d'ailleurs qui font partie vraiment de ma liste de courses depuis maintenant pas mal d'années. Par exemple, remplacer les chips et les gâteaux par des oléagineux comme des noix, des amandes, des pistaches, des fruits frais et des fruits secs. Donc ça je parle notamment pour tout ce qui est goûter ou alors apéro. Remplacez votre bol de chips par un bol de noix. Encore une fois, je ne dis pas que c'est moins calorique de prendre des noix plutôt que des chips, néanmoins derrière l'apport nutritionnel n'a absolument rien à voir. Remplacez votre pain blanc par du pain complet, aux céréales et idéalement au levain, ou du pain au seigle, etc. Mais plus de pain blanc. Dans la même optique, remplacez tout ce qui est pâte blanche ou le riz blanc par des pâtes complètes ou semi-complètes pour des personnes qui ont peut-être un petit peu de problèmes digestifs, donc ont du mal à absorber toutes les fibres, ou encore des pâtes de légumineuses. Pour le riz, pareil, du riz complet ou du riz semi-complet. Et le riz basmati, qui est un riz qui est très intéressant puisqu'il a un indice glycémique assez bas. Remplacez votre gruyère par du fromage de chèvre par exemple ou du fromage de brebis, qui seront plus faciles à digérer que le gruyère qui est issu de lait de vache. Remplacez le ketchup et la mayonnaise par plutôt de la moutarde ou de la purée de tomate 100% tomate. Tout ce qui est crème glacée, pareil, les remplacer plutôt par des yaourts glacés ou encore mieux de la glace aux fruits. Donc je parle pas du sorbet, je parle bien d'une crème glacée, mais ce qu'on appelle les crèmes glacées vegan, les nice cream, qui sont réalisées à partir de bananes congelées auxquelles on peut rajouter des fruits rouges ou du chocolat pour faire par exemple une crème glacée au chocolat ou une crème glacée aux fruits rouges. C'est vraiment un délice. Remplacez votre sucre blanc par soit du sucre complet, donc appelé rapadura. Donc j'en ai déjà fait un épisode d'ailleurs sur le sucre. C'est l'un de mes premiers épisodes, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si le sujet du sucre vous intéresse. Donc remplacez votre sucre blanc par du sucre complet, du miel, éventuellement du sirop d'érable, et moi mon petit chouchou c'est le sucre de coco issu de la fleur de coco. Remplacez votre pain burger par un pain burger à la farine complète par exemple. Vos frites de pommes de terre par des frites de patates douces. Remplacez votre café latte ou votre cappuccino par un café noir sans sucre. Alors c'est pas forcément chose facile, mais encore une fois, c'est en faisant, c'est en habituant son corps et ses papilles que vous allez réussir. Remplacez votre beurre par de la purée d'oléagineux, donc ça marche très très bien pour tout ce qui est gâteau par exemple.
ou en tout cas remplacez votre beurre en cuisson par de l'huile végétale. Donc si c'est de la cuisson à haute température, plutôt de l'huile d'avocat ou de l'huile de coco qui résiste très bien à la chaleur. Si c'est pour de la crudité, plutôt des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline par exemple, mais à n'utiliser que pour des assaisonnements. En tout cas, le beurre cuit, non, c'est vraiment très très mauvais pour la santé. Et aussi, dernière alternative pour le beurre, c'est le ghee qui est un beurre clarifié très utilisé en Ayurveda. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que j'ai fait un épisode avec Lorraine Livieri en tant qu'invitée, qui est une praticienne en Ayurveda, qui a également un podcast sur l'Ayurveda, et on a mentionné justement l'utilisation du ghee. Remplacez votre Nutella par de la pâte tartinée au chocolat, noisette, sans huile de palme ajoutée bien évidemment. Votre crème fraîche par plutôt de la crème de soja ou de la crème de coco par exemple. Vos laits de vache par des boissons végétales, donc amandes, soja, coco, avoine. Le lait de riz, pourquoi pas, mais le riz quand même a un indice glycémique assez élevé, donc j'ai envie de dire, moi c'est pas mon favori, je le mets plutôt en dernier, mais c'est une meilleure solution que le lait de vache en tout cas. Remplacez votre chocolat au lait ou chocolat blanc par du chocolat noir minimum 70 voire 75% de cacao pour éviter vraiment d'avoir trop de sucre et idéalement bio puisque le sucre utilisé comme ça sera de meilleure qualité que si vous prenez un chocolat pâtissier non bio, ce sera du sucre blanc qui sera rajouté donc vraiment pas bon. Remplacez vos sodas par des thés glacés, de l'eau gazeuse, des eaux infusées avec des fruits frais et également moi mes deux boissons chouchou c'est le kéfir et le kombucha qui sont des boissons fraîches, pétillantes, légèrement sucrées et surtout riches en probiotiques, donc excellent pour la santé de notre flore intestinale. Remplacez bien évidemment les céréales industrielles pour vous ou vos enfants par du muesli ou du granola maison. Vraiment, c'est parce que c'est des bombes à sucre ces céréales, c'est vraiment affreux. Donc moi j'ai une recette de granola maison sur mon site internet hygiènedevie.fr que je vous mettrai dans les notes PDF de l'épisode. Remplacez les jus de fruits industriels par des smoothies et des jus de fruits frais maison, voire des jus de légumes. Idéalement si vous avez un extracteur, faites un jus de légumes. Par exemple céleri pomme ou carotte orange pour avoir vraiment un goût sucré. Ça reste quand même assez gourmand mais nutritionnellement ça n'a rien à voir. Remplacez le sel par plutôt des épices et des aromates qui vont aussi raviver vos papilles gustatives, donner du goût. Je ne dis pas qu'il faut complètement enlever le sel puisque c'est important pour l'équilibre osmotique de nos cellules. Néanmoins l'abus de sel est très mauvais. Donc essayez plutôt de remplacer le sel par les épices et les aromates. Et pour finir, j'en ai parlé par rapport aux pâtes ou au pain, mais votre farine de blé, remplacez-la par la farine de blé complète ou semi-complète, ou encore de l'avoine, des flocons d'avoine que vous mixez, ça vous coûtera vraiment beaucoup moins cher et nutritionnellement ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus riche en fibres et en protéines que la farine blanche. La farine de sarrasin également qui est très bonne, la farine de coco, la farine de pois chiche, la farine de châtaigne qui a un excellent goût seront des très bonnes alternatives de farine à la farine de blé blanche. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils santé vous seront utiles. Finalement, c'est pas non plus une grosse liste que je vous ai partagée, mais déjà ça, si vous commencez par remplacer quelques habitudes que je vous ai mentionnées juste avant également, c'est déjà énorme. N'essayez pas de tout faire, n'essayez pas d'atteindre la perfection, ce n'est pas l'objectif. Step by step, j'ai envie de dire, la stratégie des petits pas est la stratégie la plus gagnante. Comme d'habitude, je mettrai toutes ces informations en note PDF téléchargeable gratuitement sur mon site internet. Le lien est en description de cet épisode. Donc j'y mets tous les points évoqués, mais également d'autres astuces que je n'ai pas évoquées, des liens de recettes, voilà, des petites pépites, des petites surprises que je vous garde pour les notes du podcast. N'hésitez pas à aller les télécharger, c'est gratuit, donc profitez-en. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à poser toutes vos questions par message Instagram par exemple Alexandra Portail Naturo ou via mon site internet hygiènedevie.fr
Je laisserai les liens également en description de l'épisode. J'adorerais vraiment savoir quelles habitudes vous voulez faire évoluer dans votre vie, quels aliments vous souhaitez également faire évoluer dans vos placards. Si vous avez d'autres suggestions d'ailleurs d'épisodes ou encore d'autres suggestions d'aliments sains, n'hésitez pas non plus à me les partager. Encore une fois, vos commentaires sont vraiment les bienvenus, me donnent vraiment beaucoup d'énergie et je n'hésiterai pas à les partager et à les lire dans les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao! Vous retrouverez cet épisode sur hygiènedevie.fr. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension des outils que je présente dans ce podcast, si vous souhaitez vous sentir guidé pour vous aussi retrouver votre équilibre de vie, c'est précisément mon métier, en tant que coach de vie et naturopathe, de vous accompagner. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet hygiènedevie.fr pour retrouver toutes mes offres et services que j'ai imaginés pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez pour ne pas louper les prochains épisodes et à le partager, puis laisser un petit commentaire qui me donnera, je suis certaine, un peu de baume au cœur. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.